Mesdames, Messieurs, chers collègues, en vous souhaitant le bonsoir, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Il est 20 heures, le quorum est atteint. Je vais vous donner lecture des pouvoirs. Alors, la liste des conseillers. Ouais. Alors, Édouard Kozlowski donne pouvoir à Gérard Keff. Lionel Gérard, qui est en réunion actuellement, qui devrait nous rejoindre pendant la durée du conseil municipal, donne pouvoir à Lucien Vigo. Audrey Kirillov donne pouvoir à Pascal Frangiamort. Lydie Baggio donne pouvoir à Françoise Berg. Jean-Louis Cadeau me donne pouvoir. Laurella Bertin, qui avait prévu de venir, m'a appelé juste avant que je n'arrive pour me dire que, pour des raisons personnelles, elle ne pourrait pas assister à notre conseil municipal, donc je l'excuse. Ai-je oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Merci. Nous allons désigner un ou une secrétaire de séance. Allez. René? Pas de remarques, je vous remercie. Y a-t-il, je vais soumettre à votre avis le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voudrais donner quelques informations au conseil municipal. La première concerne la réunion qui a eu lieu, c'était avant-hier, je crois, de l'atelier national qui s'est tenu dans ce troisième moment. L'avant-dernière fois, cet atelier s'était tenu à Jeuf, et la fois précédente, me semble-t-il, à Hayange. Il s'est tenu là, à Metz. L'atelier national a été porté sur les fonds baptismaux par une démarche, sur la base d'une démarche interministérielle. Il rassemble tous les services de l'État concernés par l'urbanisme en général et tout ce qui s'y rattache, donc dans une acception large du terme. Démarche originale, nouvelle, de la part de l'État, et qui porte en particulier sur des sites à enjeu et confrontés au risque. 5 sites ont été retenus au niveau national, dont les vallées de la Fensch et de l'Orne. C'est intéressant puisqu'en réalité, ce qui est constitue la base du travail de cet atelier, c'est de revisiter les doctrines portées par l'État dans ces domaines. Et nous savons ici, pour être confrontés, que ce soit la vallée de la Fensch ou la vallée de l'Orne, au plan de prévention du risque minier, au plan de prévention des risques inondations, voire dans certains secteurs au risque technologique, il était intéressant que l'État décide de lui-même d'imaginer les conditions qui favorisent le redéveloppement de ces secteurs. C'est ça le thème de l'atelier national. Nous étions au terme des réflexions, tout cela conduit par des cabinets d'experts, de niveau national voire international d'ailleurs, et dans le cadre d'un échange extrêmement franc, direct, et je dois dire fructueux. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque nous allons prochainement recevoir les documents de synthèse du travail effectué par l'atelier,
Mais néanmoins, et en présence évidemment des autorités préfectorales, nous avons pu voir se dessiner des projets, en tout cas une démarche, visant à assurer, à accompagner le portage d'une véritable dynamique de redéveloppement. Qu'en résulte-t-il? Évidemment, il a été identifié les axes, les éléments constitutifs sur chacune des vallées de son originalité, puisqu'il y a distinction nette de la situation de ces deux vallées, et en même temps valorisation des atouts inhérents à ces vallées. Pour ce qui nous concerne, j'ai apprécié le fait que soit considéré comme logique, mais plus que ça encore, comme un élément prépondérant, pour ne pas dire de référence, les modes de développement que nous avons conçus sur notre ville, en particulier autour du quartier de l'Ermitage, dont il a été à plusieurs reprises dans ces différents ateliers question. Il y a là de la cohérence, il y a là de la force, et évidemment une démarche qu'on peut qualifier tranquillement d'avant-gardiste. D'autant plus qu'elle s'équilibre dans ses visions sur le développement économique, sur la zone industrielle des Deux Châteaux, qui a été rappelée et soulignée, et que, évidemment, elle correspond très précisément à la démarche du Grenelle, en particulier sur l'idée générique, je ne veux pas ici épiloguer, de reconstruire la ville sur la ville. Ce qui permet évidemment de combattre tout phénomène d'étalement urbain. Autant d'éléments qui ont été très largement évoqués. Et puis évidemment, l'un des éléments d'incidence de ces ateliers, c'est de revisiter le cadre réglementaire auquel nous sommes confrontés, en particulier pour ce qui nous concerne le plan de prévention du risque minier. Nous avons toujours ici conçu et délibéré sur le PPRM de telle sorte qu'il soit reconnu comme en constante évolution. Nous avons, et j'ai beaucoup agi sur ces questions-là toutes ces années. Je rappelle que notre ville, pendant 12 longues années, a été confrontée à un gel total de son urbanisme. Excusez du peu. Nous avons obtenu d'ores et déjà un certain nombre d'assouplissements. Je veux parler en particulier de la faculté, évidemment, d'aménager d'anciens commerces en logement, ce qui n'était pas acquis préalablement, et l'extension, sur la base de 20% du plancher bâti, des bâtiments, ce qui va d'ailleurs au-delà de ce qui est usité nationalement par les règles d'urbanisme. Ça ne suffisait pas. Ça fait longtemps déjà, et sur la base d'exemples concrets vécus sur notre ville, j'avais demandé, sollicité le fait que nous puissions envisager la division de logements sur des bâtiments relativement conséquents. Je crois pouvoir dire à ce stade, mais les décisions et surtout les documents ayant trait à ces décisions sont à recevoir, bien entendu. Mais néanmoins, de manière très claire, à l'occasion de cet atelier, il a été indiqué que l'État était en train de prendre en considération cette dimension, et donc je pense que dans la toute prochaine période, le PPRM va évoluer positivement dans cette direction. Je m'en réjouis profondément. Cela va évidemment contribuer à donner un peu plus d'air et de souplesse à l'instruction que, évidemment, nous assumons dans le cadre des demandes de permis de construire. C'est une très bonne chose. Je crois que tranquillement nous pouvons dire que c'est à mettre aussi à l'actif de notre ville. En même temps, je veux ici me réjouir de la coopération, la collaboration très fructueuse existant entre les services de l'État et nos services. C'est le cas sur des dossiers complexes. Complexes parce qu'ils engagent la responsabilité des uns et des autres.
complexe parce qu'il s'agit de se sortir d'une doctrine exclusivement de protection pour imaginer des doctrines qui favorisent le développement. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc je voulais l'indiquer au conseil municipal comme étant un élément tout à fait positif. Voilà sur la première information, elle n'est pas à négliger, au contraire. Vous entendez bien, d'abord l'accompagnement, l'intérêt manifesté par l'État sur les projets de notre ville. Je n'ai pas évoqué tout ce qui concerne le cœur de ville autour de Leader Price, mais j'ai eu au niveau des ateliers à plusieurs reprises à présenter le projet. Je pense que là aussi, que ce soit le préfet qui a été très intéressé ou que ce soit l'établissement public foncier de Lorraine qui est en train d'adapter ces dispositifs d'accompagnement financier, les conditions sont en train d'être réunies pour faire progresser ce dossier complexe, s'il en est. Voilà, ce sont d'excellentes nouvelles, je voulais les partager avec vous. Nous allons évidemment continuer à prendre une place très active au sein de ces processus nés de la volonté de l'État, mais qui croisent aussi l'attente des collectivités locales concernées. Ensuite, simplement, vous le savez, nous avons enregistré avec satisfaction le début des travaux sur l'EHPAD, sur la butte de Ravenne, qui sont venus d'ailleurs déjà modifier sensiblement le paysage local. C'est tout simplement une excellente nouvelle. Dans un peu plus d'un an, nous aurons sans doute à voir ce que donnera ce très bel équipement au service de notre population. Je veux ici féliciter l'AJ et son président, mon ami Lucien Vigo. Les travaux qui démarrent sur le crassier de Hors-Aupré, conformément à ce qui avait été évidemment envisagé, qui auront à se dérouler jusque l'an prochain, puisqu'après les premières interventions qui visent à traiter les pollutions sur place qui le peuvent et voire à les déplacer pour des traitements conformes aux besoins sur d'autres sites, il y aura, après évidemment deuxième phase de consultation, engagement des travaux paysagers. Et donc ça veut dire que d'ici l'été prochain, tout ce site aura été radicalement transformé sur la base du projet que nous avons concerté avec l'EPF et évidemment le bureau d'études qui en avait la charge, et sur la base évidemment des délibérations qui avaient ici été prises. Je vais vous indiquer aussi que dans quelques jours, les travaux de première démolition vont intervenir sur les meubles actions, les anciens meubles actions. Les choses sont complètement en place, les entreprises choisies par les deux partenaires, que sont l'EPF et la ville de Geuf. Et donc, les travaux démarrent, là, maintenant, dans quelques jours, je vous l'ai dit, et devraient courir sur une bonne année. Et enfin, avec beaucoup de retard, et je le regrette, je l'ai dit aux représentants de BNE, si les limitations et les baraques de chantier ont été installées, c'est signe effectivement que là aussi, dans quelques jours, nous allons voir concrètement les travaux démarrer sur la résidence des deux châteaux. Voilà, quelques indications fort utiles qui évidemment manifestent de la force tranquille du travail qui nous anime et qui se réalise, se concrétise, évidemment, provoquant chez moi une profonde et totale satisfaction. Voilà ce que je voulais vous donner comme information en introduction. Je vous propose de démarrer sans tarder l'examen de l'ordre du jour de notre conseil municipal par les questions relevant des finances. Je vais laisser le soin à la directrice générale d'intervenir sur le sujet. Question d'ordre. Ce conseil municipal est un conseil municipal reporté. C'est-à-dire que le précédent n'a pas été annulé, il a été reporté. Et nous constatons que l'ordre du jour en est modifié avec la suppression d'un point de l'ordre du jour. Pourrions-nous avoir des explications à ce sujet ? Le conseil municipal qui se réunit aujourd'hui a été convoqué par mes soins sur un ordre du jour qu'il m'appartient de fixer.
Vous voilà éclairé, Monsieur Savard. La parole à la directrice générale. Donc, la décision modificative numéro 4 concernant le budget de la ville. Cette décision a pour effet notamment d'enregistrer l'extension du réseau électrique sur la butte de Ravenne pour l'EHPAD et la subvention, en tout cas le reversement par l'association hospitalière y afférent, et également la redistribution de la contribution de l'Ornaval pour les déficits du service de l'eau, qui avait déjà été prévu sur la précédente décision modificative, mais qui est redistribuée dans les articles indiqués par le percepteur il y a peu. Donc, en dépenses de fonctionnement totales, moins 36 900 € et 74 centimes. En recettes, également, moins 36 900 € et 74 centimes. En section d'investissement, 36 703,37 € et en recettes d'investissement, 36 703,37 €. Les montants sont sous vos yeux. Donc, voilà. Des remarques? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, abstention. 1, 2, 3, 4. 4 abstentions, donc unanimité. Je vous remercie. On continue. Concernant le budget Pôle Santé, décision modificative numéro 2. L'objet de cette décision modificative est d'intégrer les intérêts courus non échus, plus 1 580 € en dépenses de fonctionnement, et en recettes, perception sur les loyers, plus 1 580 €. Avis? Des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions, unanimité. Je vous remercie. Annulation de la subvention à l'Harmonie de Jeuf. Vous savez la situation. Au moment où je dis ça, j'ai une pensée émue pour notre ami Roland Andrès. Avant sa disparition, l'association était confrontée à quelques difficultés et sa disparition, malheureusement, a hâté évidemment cette grande fragilité et l'a renforcée. Aujourd'hui, l'association n'est plus en mesure d'assumer les missions qui étaient les siennes. Elle va décider prochainement, en plein accord avec moi, sa propre dissolution, et évidemment, il s'agit pour elle de reverser à la ville le montant de la subvention qui lui avait été attribuée cette année. Bien entendu, j'imagine que le conseil municipal va aller dans ce sens, je le vérifie. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je voudrais, avant de continuer d'ailleurs, adresser un petit mot amical à M. Biche, puisque, d'après ce que je sais, c'est le dernier conseil municipal jouvicien que vous faites. Peut-être, n'est-ce pas le dernier, mais en tout cas, je crois que vous allez officier maintenant dans le bassin de Longwy. C'est bien cela? J'espère que ça constitue, j'en suis sûr, vous le méritez, une promotion. Mais en tout état de cause, merci de votre présence, pas simplement au niveau de notre séance de conseil municipal, mais nous nous croisons souvent sur pratiquement tous les sites, en permanence. Ça veut dire une forte implication pour et dans notre ville. Donc je voulais le dire, vous saluer et souhaiter évidemment, vous souhaiter pleine réussite dans vos missions à venir, Monsieur Biche. Merci en tout cas à vous. Pour la prise en charge d'une dépense, une facture de l'association COJ Pétanque de 138 €, c'est tout simplement la prise en compte d'une dépense relevant de l'opération Culture Sport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Reversement de prestations contre emploi jeunesse et prestations de services au CAS. Et il s'agit tout simplement de transférer sur les CCAS des recettes qui lui sont attribuées, mais que nous avons reçues. Donc on joue le rôle, excusez-moi du terme, de boîte aux lettres en quelque sorte. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Avance de subvention au CCAS et au COS. C'est une délibération très traditionnelle.
pour des structures qui reçoivent des subventions importantes de la ville. Il s'agit de faire des avances qui permettent à ces structures d'assumer des charges qui vont intervenir dès le mois de janvier, et donc il s'agit de ne pas prendre de retard dans ce versement de telle sorte que ça leur permette d'assumer leurs responsabilités. Donc, vous avez les termes de cette convention sous les yeux. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. Même chose pour la MJC de Jeuf, versement d'une avance, permettant à la MJC, évidemment, là aussi, de disposer de la trésorerie utile à la poursuite de son activité. Y a-t-il abstention? Y a-t-il opposition? Unanimité, merci. Je note la non-participation au vote de M. Savard, logiquement. Ensuite, récupération de la TOM auprès des locataires des logements communaux. Anne-Hélène, tu présentes en vitesse. Donc, les locataires de logements communaux doivent payer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est la taxe 2013 qui leur sera demandée en appliquant 1,59% de réduction, compte tenu de la relation faite entre le taux de TOM et celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Parce qu'en 2002, la ville avait baissé ce taux pour limiter la pression fiscale sur les propriétaires. Des remarques? Abstention? Opposition, unanimité, je vous remercie. Admission en non-valeur. Après, évidemment, qu'il ait été engagé toutes les procédures possibles et légales. Il faut que nous constations deux montants qui n'ont pas été évidemment assumés et versés à la ville. L'un de 1244,37 €, l'autre de 2072,06 €, pour les raisons qui sont notées dans la note de présentation. Et donc il nous faut délibérer sur le sujet pour accepter ces inscriptions en non-valeur. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Garantie d'emprunt pour BNE. Nous sommes là sur la construction de la résidence des Deux Châteaux. Il s'agit d'un bailleur social, ce qui lui permet évidemment de solliciter, ce qui, pour notre part, nous oblige d'ailleurs à délibérer dans le sens de cette prise d'acceptation de garantie d'emprunt concernant cette opération. Y a-t-il des remarques? La ville de Jeuf fait près de 8 millions d'euros de subventions qu'elle est en train de couvrir. Je remarque également que Batigère, il avait été dit dans les procès-verbaux de 2013 que ça ne coûterait rien à la ville. Donc moi, je pense que je suis évidemment contre. Je pense que si vous croyez en ce projet, Monsieur Corzani, je vous suggère une chose. Vous êtes, tous les gens qui vont voter pour, vous allez être tout simplement caution solidaire, et ça remplacera la ville de Jeuf, l'équivalent. Au moins, vous montrerez que vous croyez en ce projet. Parce que là, c'est inadmissible qu'on prenne sur 40 ans des projets qui, de toute façon, ne sont absolument pas couverts, où il n'y a aucune garantie que dans 10 ans, 15 ans, il y aura des locataires. C'est ridicule. Donc, si M. Corzani a du courage, s'il avait vraiment quelque chose, il serait lui-même caution sur ça, puisque ça sert à rien, cette caution, c'est ridicule. On est en train de faire n'importe quoi sur 40 ans et 50 ans. Voilà. Non, mais... Et je connais fort bien les finances, et je sais que vous êtes en train de faire une erreur, et je sais que dès l'an prochain, comme il y aura un changement de majorité, tant au conseil régional qu'au conseil général, malheureusement, il n'y aura plus de subventions pour ça, et vous aurez beaucoup de mal. Alors d'abord, il faut essayer d'arrêter. Faites un effort pour ne pas dire n'importe quoi. Bien que ce soit, je le concède, je le concède, pour vous, extrêmement difficile, parce que vous n'avez pas l'air de savoir ni de faire la différence entre une garantie d'emprunt et une subvention, mais un enfant le comprendrait. Et d'autre part, en termes de courage, vraiment, vous êtes mal placé pour en appeler. Et d'autre part, enfin. Alors c'est extraordinaire, pas certain qu'il y ait des résidents. C'est bien que ce soit votre espoir, un peu fou d'ailleurs. J'y reviendrai encore que tout à l'heure je donnerai une indication, mais je peux la donner tout de suite.
Il y a là 14 logements prévus. Cela fait plusieurs mois que BNE a arrêté de prendre les candidatures. C'est un projet qui va se réaliser dans un peu plus d'1 an. Et il y a déjà 24 ou 25 candidatures. Bon, excusez du peu, mais quand on est prêt à fabuler, à dire n'importe quoi, on peut avancer n'importe quelles hypothèses. Et après, légalement, mais là aussi, votre méconnaissance et votre incompétence dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, sont chroniques. Et là, de ce point de vue-là, j'ai rappelé tout à l'heure le cadre légal qui s'impose à tout bailleur social et à toute collectivité de France et de Navarre. Mais bon, vous soyez tellement éloigné de ces considérations, vous regarde. En tout état de cause, j'entends les inepties que vous avez avancées, le conseil municipal aussi. Je soumets au conseil municipal la délibération. Qui est contre? 4 voix. Qui s'abstient? Adopté à une large majorité. Je vous remercie. Alors, comme je l'avais dit, Lionel Gérard était appelé à nous rejoindre après une réunion à laquelle il a participé. Nous en sommes aux subventions. Je vais donc lui laisser le soin de rapporter sur ce sujet. Bonjour, merci André. Donc, subvention de 190 € à l'UPEJ, une association qui nous a demandé cette subvention puisqu'elle œuvre dans le cadre des écoles. 40 € à l'association du Souvenir Français pour des locations d'uniformes dans le cadre des événements de la Grande Guerre, cérémonie du 11 novembre. 1000 € à Crescendo pour la production de son album musical. Nous avions mis déjà une subvention au budget primitif, il s'agit de la compléter. 400 € au lycée Louis Bertrand pour 2 élèves joviciens qui participent à un séjour à Atlanta en 2015, et 200 € pour l'association Chrysalide, nos majorettes. Merci. Y a-t-il des oppositions? Oui, une remarque? En ce qui concerne la subvention pour les voyages, il n'est pas question ici de pénaliser des élèves méritants, etc. Cependant, il y a des questions qui se posent à nous. D'abord, qui a choisi un voyage linguistique aussi lointain qui aggrave les bilans carbone que l'on peut connaître, alors que l'Angleterre n'est pas loin, les États-Unis sont très loin. Alors, on peut toujours dire que les États-Unis, c'est bien mieux. Oui, peut-être, mais à force de dire que quelque chose est mieux, quelque chose qui participe à détruire la planète avec des voyages comme cela, moi je ne peux pas être d'accord. Ensuite, bon, la question se pose aussi de savoir pourquoi cet enseignant décide tous les ans de voyages aux États-Unis linguistiques. Les Anglais parlent parfaitement bien l'américain. Donc, pour ma part, je suis extrêmement réticent. Donc, je ne vais pas voter contre, mais je vais m'abstenir parce que je ne veux pas pénaliser des jeunes, des adolescents, mais j'attire l'attention du conseil municipal sur les conséquences de décisions que l'on peut prendre par habitude et qui sont en fait des décisions qui entraînent des permanences de modes de vie qui sont délétères pour les générations futures. Bien, écoutez, je ne vais pas trop allonger mon propos. J'entends bien qu'il faudrait rester sur le pas de sa porte et refuser de voir le monde au-delà de cette limite. La caverne est évidemment sans doute agréable, mais je propose de ne pas rester au fond de sa caverne. L'autre aspect, évidemment, le caractère pédagogique et l'objectif initié par ces enseignantes depuis de nombreuses années, même si les voyages n'ont pas lieu tous les ans, sont sans doute plus intéressants que ce qui vient d'être entendu. Je soumets aux voix cette proposition du conseil municipal. Qui s'y oppose? Il fallait réagir parce que sinon il n'y en aurait pas eu. 4 contre. Qui s'abstient? Merci bien. Monsieur Berger.
excusez-moi d'intervenir maintenant, mais moi je suis extrêmement étonné de ces propos. Moi, si j'étais au lycée Louis Bertrand, on m'aurait proposé un voyage comme ça aux États-Unis, j'aurais dit oui tout de suite. Ça vous permet d'ouvrir une certaine culture. Quel est le problème d'aller en Angleterre? Ou alors on parlait du bilan carbone. Ok, là-dessus on peut être que d'accord. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre votre mentalité. Et après on parle des Noirs qu'on tue à Atlanta. Oui, ok. Non mais ça on remarque comme quoi vous connaissez bien la politique. Vous connaissez bien le Parti socialiste et vous connaissez bien la politique, ça montre bien votre intelligence domaine-là, monsieur. Je vous en prie, monsieur Berger, allez-y. On n'est pas dans le même monde. Hein. Je suis parti également de l'opposition, mais on est différents là-dessus et je vois pas trop le rapport avec ça. Quel est le PS qui tue? Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise là? Vous vous rendez compte de la bêtise que... Oh là là. Tué par le Parti socialiste, vous imaginez ce que vous racontez comme bêtise? L'indignité gagne sur le ridicule. L'indignité gagne sur le ridicule. Excusez-moi. Oh là. Concernant le voyage... Excusez-moi. Attends, René, la parole à monsieur Furlan. Concernant le voyage à Atlanta, pour dire que c'est meilleur ailleurs, je connais une personne qui habite en face de chez moi, qui est partie justement dans ce cadre scolaire avec le lycée Louis Bertrand, qui habite maintenant aux États-Unis, qui est revenu il n'y a pas très longtemps, qui a monté son entreprise. Et pour dire que l'Angleterre aurait peut-être pu faire pareil, mais il s'avère qu'Atlanta a beaucoup de choses à proposer que l'Angleterre n'a pas. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Donc le fait qu'il y a de la pollution, je pense qu'on va commencer par les usines avant de critiquer le simple voyage qu'à Atlanta en bateau ou en avion ou ne serait-ce qu'en train. Juste pour terminer, je veux dire un truc, je sais plus quoi exactement. Vous parlez du Parti socialiste. Non, c'est ça que je voulais dire exactement. Ça serait bien aussi également que vous fassiez un peu de voyage, vous sortiez un peu, aller à l'extérieur, ça vous ouvrirait un peu l'esprit, la tolérance. Parce que là, franchement, il y a quelque chose qui va pas chez vous quelque part, sincèrement. Vous parlez du PS, comme quoi le PS a tué un étudiant, ça c'est inadmissible. Inadmissible. Non, c'est pas la réalité. C'est faux ce que vous dites. C'est absolument faux. Vous parlez en plus des élections des départementales qui vont arriver, plus tard des régionales. Je sais même pas si vous savez de quoi vous parlez, sincèrement. Bien. Oui, ça crée comme une com. Alors, monsieur Gottini. S'il vous plaît, vraiment 2 secondes. Bien sûr, je suis indigné parce que je viens d'entendre. J'ai avant tout, bien sûr, c'est peut-être de tradition de le dire, mais une pensée pour le gamin militant qui est décédé, qui n'est pas décédé par la volonté d'un pouvoir politique, qui est décédé malheureusement, je crois pouvoir le dire, par une opération qu'on qualifiera peut-être de maintien de l'ordre, de tout ce que vous voulez, mais malheureusement, il est décédé probablement dû à une mauvaise décision, probablement dû à un mauvais usage d'armes, parce que j'appelle, qui ne devraient pas exister. Je vais dans le sens de M. Berger, M. Thibault. Mesurez vos propos. Mesurez-les, s'il vous plaît. Appel qui est sensé, mais je pense qu'il risque bien d'être vain. Je partage aussi le propos d'Emmanuel Berger. Alors, sur les subventions, donc j'ai noté le vote. Est-ce que ce vote vaut pour l'ensemble des propositions concernant les subventions? Alors, oui, ils ont du mal, mais je vais poser la question plus précisément. Je soumets au vote les autres subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4 abstentions. Sur l'ensemble des subventions, les associations apprécieront le remboursement des frais de gestion du budget de la maison médicale vers celui de la ville. Merci André. Donc nous avions mis ce point dans le budget primitif de la maison médicale. Il s'agit de passer à l'acte. Donc pour les frais liés à la gestion du budget de la maison médicale, il s'agit de récupérer 5 835 € sur le budget de la maison médicale. Donc ces 5 835 € viendront abonder le budget municipal.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je continue. Jean-Jacques Gottini ne participant pas au vote. Renouvellement de la commission communale des impôts directs. Ça fait suite évidemment au renouvellement de l'équipe municipale. Il s'agit de procéder à la proposition, puisque en bout de course, il appartiendra à Monsieur le Préfet de faire le choix, mais donc de désigner 16 titulaires et 16 suppléants. Il a été indiqué à l'occasion d'une commission qui a été saisie de ce sujet, mon souhait de voir toutes les sensibilités être présentes au sein de cette commission, ce qui, je le rappelle en passant et je le souligne, n'était absolument pas une obligation de ma part. Et donc, il est proposé que la liste Berger soit représentée, Monsieur Berger ayant fait acte de candidature. Et je me permets de proposer à Monsieur Furlan de prendre la suppléance. Je vous remercie. Et il est proposé un poste de titulaire et du suppléant à la liste Thiebaud. C'est donc noté ainsi. Madame Wolf et Monsieur Diazio. Il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. J'apprécie que tout le monde ait souligné l'ouverture d'esprit manifestée par le maire. Alors, création d'un poste d'adjoint technique des bâtiments. Donc une personne qui est titulaire dans les services d'entretien du CCAS va être mutée donc au service de la ville et lorsque un autre agent sera mis à la retraite pour invalidité, elle viendra le poste créé viendra en remplacement de ce poste-là qui sera supprimé dans un prochain conseil municipal. Des remarques? Il n'est pas question de gêner la carrière de quelqu'un. Quand nous nous abstenons dans une assemblée comme celle-là où la majorité fait bloc en général, etc., ça n'est pas pour nous opposer. Clairement, quand on veut s'opposer, on vote contre. Donc là, nous pensons que la réaffectation en termes de poste de cette personne n'est due qu'à une évolution donc au foyer Mondon, par exemple, qui ne nous convient pas, avec la suppression du restaurant. Donc nous n'allons pas avaliser les conséquences de quelque chose que nous n'approuvons pas. En conséquence de quoi, pour ne pas gêner la carrière, je le répète, de la personne, nous nous contenterons de nous abstenir. Bon, après cette explication de vote, donc je mets aux voix, qui s'y oppose, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Ensuite, marché public, subvention, contrat d'assurance des risques statutaires. Donc le contrat d'assurance qui était souscrit avec la société Grasse Savoie arrive à échéance au 31 décembre 2014. Vous aviez voté une convention avec le centre de gestion qui en fait permet au centre de gestion de consulter à notre place, à la place de toutes les collectivités qui l'ont souhaité. Et c'est la CNP Assurance qui a été la mieux disante dans cette consultation. Cette compagnie d'assurance propose plusieurs types de risques. Celui que nous vous proposons est celui qui est décrit, donc avec un taux total de 3,84% de la masse salariale, ce qui conduira à une augmentation de cotisation d'environ 5 000 € par an. Mais on a tenu à vous préciser que lors de la précédente consultation, on avait économisé 25 000 € par an. Bien, des oppositions, des abstentions, unanimité, on continue. Ah pardon, Monsieur Furlan, pardon, je ne vous avais pas vu. Voilà, j'aimerais plutôt m'abstenir sur ce vote, je vous explique pourquoi. Ayant eu affaire à la CNP,
je sais que ces contrats sont assez vicieux. J'étais en procès avec eux pendant 3 ans, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai un peu de mal à leur faire confiance. Donc je vous laisse à charge cette responsabilité, on va dire. Ok, Monsieur Furlan, j'entends bien que votre expérience personnelle peut vous amener à être dubitatif. Nous n'avons pas, évidemment, bien heureusement, eu à vivre quelque chose de ce type avec cette compagnie. J'espère que ce ne sera jamais le cas. Mais je comprends bien votre posture. Donc, une abstention ou un vote contre? Une abstention que nous enregistrons. Merci. Ensuite, aménagement de la rue du Commerce. Il s'agit là de revenir sur un document, en tout cas sur une décision, une délégation de maîtrise d'ouvrage, qui aurait dû être réalisée évidemment au moment où les travaux se réalisaient, mais ça ne gêne d'aucune manière, puisque évidemment il s'agit pour nous de transférer sur le syndicat Ornaval une responsabilité financière et en même temps de lui transférer la capacité de recevoir les subventions en rapport avec les travaux d'assainissement induits. Donc c'est une régularisation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Oui. Juste une remarque. Il s'agit de rattraper une erreur qui, si elle n'était pas rattrapée, serait de très mauvais effets pour la commune. Alors nous ne voulons pas cela et nous abondons dans le sens d'un vote favorable. Lionel Gérard. Il n'y a pas d'erreur. Les travaux viennent de s'achever. Il suffit de régulariser les travaux. L'assainissement, compétence transférée de la commune vers le syndicat. Il s'agit tout simplement de permettre au syndicat de prendre sa part dans les travaux. Je ne vois pas où il y a une erreur. Bien. Pour conclure ce petit échange, ça veut dire que vraiment rien. Il y avait un risque d'erreur sur l'erreur. Donc, si j'ai bien compris, c'est bien. C'est plus clair comme ça. Ouais. C'est bien. Erreur sur erreur, c'est logique. Ça permet évidemment d'avancer, mais on a l'habitude. On continue donc. Extension du réseau d'électricité, pas place Monte San Giusto. Je vous propose la signature d'une convention financière avec l'AAJ. J'ai indiqué tout à l'heure que les travaux démarraient. Il y a nécessité d'assurer l'extension du réseau qui viendra alimenter, entre autres, l'espace qui reçoit l'EHPAD. Mais j'ai considéré qu'il était nécessaire que cette installation soit implantée sur le domaine public et qu'elle ait vocation de ce fait à alimenter d'autres bâtiments que ceux qui sont actuellement en construction. Donc la proposition que j'ai faite à l'ASJ et qui a été suivie d'effet, c'est d'imaginer une participation de l'ASJ au financement de cette opération à hauteur de 60%. Voilà précisément la proposition. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Le vote a démarré, Monsieur Savard. Je vous propose d'aller au bout du vote et vous ferez l'explication après, si vous voulez. Qui? Donc, j'ai vu un vote. On vous dit qu'on est contre, on vous dit que vous êtes contre, ça fait 4. Non, je vous informe que vous devez être contre. Donc, 4 contre. Très bien. Bien. Pas de commentaires, on continue, donc, c'est bien. Ah ben, c'est ce que je vous invitais à faire, mais manifestement... Voilà. Il nous a été dit et redit que l'EHPAD ne devait rien coûter à la ville de Geuf, à part la route pour la voirie pour y aller, mais pour le réseau d'électricité, il n'en était pas question. Donc nous prenons pour argent comptant, si l'on peut dire, le fait qu'on nous ait dit que ça ne devait rien coûter, et nous restons logiques avec cette affirmation. Ça ne doit rien coûter à la ville, nous sommes donc contre. Alors, même si, évidemment, ça peut s'apparenter à de la perte de temps, mais si je dois répéter des choses pour qu'ils soient comprises, je veux bien faire cet effort. Mais je ne sais pas si ce sera compris, enfin. Mais, tout d'abord, je viens de dire, pourtant ça me semblait être clair, que l'extension de ce réseau n'avait pas vocation à ne servir qu'à l'EHPAD. Bon, on vient de nous dire
que, puisque ça sert l'EHPAD, on vote contre. Il y a là une logique qui ne m'apparaît pas, mais qui sans doute est limpide pour vous, ce qui est pour le moins déplaisant. Donc, bon, vous entendez ce que vous voulez, et je le regrette. D'autre part, je serais tenté de dire, et même si ce n'est pas le cas, s'il y avait eu à prendre en charge des dépenses accessoires complètement marginales, eu égard à la qualité de ce chantier, très sincèrement, je n'hésiterai pas à vous le proposer, tellement celui-ci apparaît avec force comme étant évidemment en correspondance avec les besoins de notre ville. La confirmation du rôle pilote de l'AAJ dans la filière psychogériatrique qui est en train de s'affirmer, et évidemment dans les efforts qui visent à conforter l'établissement sur le long terme. Donc voilà, écoutez, j'entends, les uns et les autres apprécieront. On en reste là. Je propose de continuer. Monsieur Diazio donne pouvoir à Monsieur Savard. Alors, ensuite, avenant numéro 3 au marché d'assurance de la flotte automobile. Donc il s'agit simplement d'enregistrer les impacts financiers des mouvements sur la flotte automobile au cours de l'année, donc qui génère une augmentation de cotisation de 3,43 €. Et on vous informe que la cotisation de l'année prochaine sera de 6 830,81 € pour cette flotte, l'assurance de cette flotte automobile. Allons-y. Oui, je constate que un tracteur apparemment n'était pas précédemment assuré, puisque maintenant on nous dit il va falloir l'assurer. Et ce tracteur existe. Donc apparemment, oui. Non, pardon, ce tracteur s'ajoute. C'est un nouveau tracteur. Et donc, il s'est agi de l'assurer pendant toute la... Oui, ok, bon. D'après ce qui était écrit, on pouvait comprendre autrement. Donc, voilà, ma remarque On a ajouté un tracteur à la flotte. Mais c'est bon de nous apporter l'information. Okay. Oui, c'est bon. Hein. Alors, des oppositions, des abstentions, unanimité, même pour le tracteur. Alors ensuite... Signature d'une convention de groupement de commande avec le CCAS. Donc il s'agit de regrouper la commune et le CCAS pour lancer une consultation d'un cabinet d'études qui assisterait le maître d'ouvrage pour préparer, faire un diagnostic sur l'existant dans les consommations de gaz et d'électricité, pour préparer ensuite une consultation pour recruter, on va dire, des fournisseurs de gaz et d'électricité après le 31 décembre 2015, puisqu'à partir de cette date-là, ce ne sont plus les fournisseurs traditionnels, on va dire, qui détiennent aujourd'hui les marchés, qui pourront continuer à le faire sans être mis en concurrence. Donc mise en concurrence et peut-être nouveaux fournisseurs de gaz et d'électricité. Donc ce cabinet d'études doit nous accompagner dans cette procédure. Merci Anne-Hélène. Des remarques, des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je continue. Modification du périmètre du Cisco d'Elbe. La communauté de communes du Chardon-Lorrain ayant la compétence concernant la distribution publique d'électricité, les communes qui relevaient du Cisco d'Elbe et qui ont adhéré à cette communauté de communes doivent se retirer du dit Cisco d'Elbe. C'est la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je continue. Sivu Fourrière du Jolibois, retrait de la commune de Thil, c'est une délibération qui vient fréquemment, en retrait ou en ajout. Y a-t-il des oppositions, des abstentions au retrait de la ville de Thil? Je n'en vois pas, mais ça relève du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non, pardon, non, c'est une notion onusienne. C'est une notion onusienne. C'est même une notion qui relève de la
ça relève même de la SDN, mais parler de cela pour un village, votre conception du monde, Monsieur Thiebaut, est effarant. Je continue, Fourrière, mais c'est plaisant à entendre. Ça fait rire tout le monde dans la vallée, mais bon, vous êtes au moins, vous servez à ça, c'est bien. Sévu Fourrière du Jolibois, rapport d'activité 2013. Gérard Linz. Le rapport d'activité qui a été transmis donc le 13 octobre, à ce qu'il faut en retenir. Donc l'objet du syndicat, c'est la gestion d'une fourrière intercommunale, donc c'est la gestion des animaux en divagation, obligation légale des mairies. Donc ça contribue à la protection animale, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Donc il y a 141 communes qui composent ce syndicat, soit 27 718 habitants. 200, ouais, 200, c'est ce que j'ai pas. Ah bon, 277 718 habitants. Merci. Alors 382 chiens et 514 chats ont été accueillis en 2013, donc chiffre en constante évolution. Cette année, on approche plus près de 600 chats, mais l'augmentation est plus forte sur les chats que sur les chiens. Les chiens, ça évolue, mais plus faiblement, parce que en général, on retrouve les maîtres, et on a plus de chiens qui sont perdus alors que les chats, on a plus de chats errants. Alors sur Jeuf, on a 18 chiens et 21 chats qui ont été trouvés en 2013. Il y en a un petit peu plus cette année, mais bon, j'ai pas le chiffre final parce que l'année n'est pas finie. Résultat global de clôture, on a plus 47 970,72 €. Alors, pour information, les frais vétérinaires, 50 293,66 pour 514 chats, alors qu'on n'a que 10 974,10 pour 382 chiens. Pourquoi? Parce que les chiens, en général, ce sont des chiens perdus et on retrouve les maîtres. Donc, il y a beaucoup moins de puçage, je dirais, d'intervention. Donc, ce rapport ne fait pas l'objet d'un vote. Non. C'est juste un rapport d'activité. Donc, s'il y a des questions. On prend acte donc. Merci Gérard. CCPO, rapport d'activité 2013. Donc, je vous rappelle les compétences de cette communauté de communes. Petite enfance et périscolaire, centre de loisirs sans hébergement, camp de vacances, habitat et logement, culture, sport et loisirs, environnement, travaux, économie. Pour la petite enfance et le périscolaire, c'est la SH. Donc, la CCPO gère la ludothèque et le RAM. En ce qui concerne la compétence habitat et logement, ils organisent des OPAH et des PLH, c'est-à-dire opérations programmées d'amélioration de l'habitat et programme local de l'habitat et des ravalements de façades. Dans le domaine culture, sport et loisirs, ils gèrent le centre Pablo Picasso à Mécourt, la médiathèque à Jeuf, la piscine à Jeuf et la base de Solane à Moineville. Dans le cadre de l'environnement, ils s'occupent de la gestion des déchets et comment dirais-je, contribuent au CIRTOM. Dans le cadre des travaux, ils proposent des délégations de maîtrise d'ouvrage pour les travaux communaux. En économie, ils sont en partenariat avec Omégal à hauteur de 10 000 € et la Chambre de commerce et d'industrie. Et dans le domaine des finances, ils procèdent à la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui est réparti à part égale entre les communes et la CCPO en fonction de leur potentiel financier. Je vous fais grâce de tous les chiffres d'excédents et des taux, vous les avez là bien décrits. Voilà, pour la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, donc le CIRTOM propose son rapport, mais ce rapport fait partie intégrante du rapport de la CCPO. Donc, pour résumer, une diminution quasi généralisée des quantités de déchets à la fois ultimes et recyclables. Le prix d'enfouissement de la tonne a diminué, elle est de 88,81 € alors qu'elle était l'année précédente à 99,85 € suite à un nouvel appel d'offres. La commune de Batilly a intégré la régie. Il ne reste plus que 2 villes qui fonctionnent avec un prestataire privé, L'Abri et Saint-Aille.
Ils ont intégré leurs nouveaux locaux, dont l'investissement est financé par l'autofinancement à 100%. Ce syndicat regroupe 27 communes qui représentent 53 590 habitants. Vous avez le détail du tonnage de toute forme de déchets. Il existe 3 déchetteries sur le territoire, 2 publiques et une privée. Le CIRTOM dispose de 33 agents titulaires. Et vous voyez également le bilan financier. Voilà. Bien. Là aussi, il n'y a pas de remarques. Allons-y. Bien. S'agissant de la compétence ravalement de façade, est-ce qu'une compétence, c'est une question que je pose, est-ce qu'une compétence peut être partagée entre la commune et la communauté de communes, ou est-ce que quand une compétence est dévolue à une communauté de communes, elle échappe à la commune? Je n'ai pas l'impression ce soir que ce point soit à l'ordre du jour. Il m'appartient de le fixer, et il me semble aussi que ça relève plus d'une commission que d'un conseil municipal. Donc, je n'évoquerai pas cette question-là. Donc ensuite, vous ne savez pas. Y a-t-il autre chose? Donc vous ne savez pas. Ou que oui, je le sais. Eh Mais bien monsieur alors... Savard, je ne suis pas là en commission, donc faites le distinguo entre l'un et l'autre. Allez, on continue. Y a-t-il d'autres remarques? Pourquoi vous voulez me faire perdre mon temps et faire perdre le temps à tout le conseil municipal? Vous n'y parviendrez pas. Donc, question complètement hors sujet. Mais ça n'étonne personne. Bien, nous prenons acte. On continue. Alors ensuite, groupement de commandes pour une étude de faisabilité sur le haut débit. C'est bien ce que je disais. Ah non, mais enfin. Non, mais monsieur Savard, je ne désespère pas qu'il sache à un moment ou à un autre à quel endroit il se trouve. Bon, monsieur Lionel Gérard, sur le point suivant. On continue. Bien. Donc, il s'agit d'autoriser le maire à signer une commande sur une étude de faisabilité sur le haut débit. Un groupement de commandes, en fait, avec 4 communes proches, qui nous permettent d'étudier les différentes possibilités qui nous seront offertes pour avoir une offre digne de ce nom sur le territoire. Bien. Des remarques? Des abstentions? Des oppositions? Je n'en vois pas. On continue. Ensuite, urbanisme. Il s'agit de délibérer sur l'acquisition d'un ensemble de parcelles dont vous avez la numérotation précise, rue Seur-Eustache. Il convenait pour la ville de conduire une action qui visait un traitement complet de cette rue en lien avec BNE, en veillant évidemment que les différents usagers et les copropriétaires ne soient pas évidemment impactés par le financement de cette opération de requalification de l'espace. Je constate malheureusement que pour l'instant, nous n'avons pas obtenu toutes les réponses positives. Il suffit qu'un seul propriétaire ne nous donne pas son accord pour empêcher la réalisation de tout le projet. Donc je me suis adressé à chacun d'entre eux. Pour l'instant, nous sommes dans cette situation de blocage, ce que je regrette fortement. Très sincèrement, j'ai déjà eu contact à nouveau avec Bâtigères Nord-Est et j'ai indiqué à BNE ma volonté et mon souhait de ne pas abandonner cette opération, de laisser ouverte cette possibilité. J'ai obtenu l'accord de Bâtigères Nord-Est. Donc, j'informe le conseil municipal que nous allons continuer à faire des efforts pour obtenir l'accord des hésitants, on va le dire comme cela, de telle sorte, je l'espère, que nous puissions, on va dire à la rentrée, au printemps, délibérer favorablement pour acquérir ces parcelles et réaliser la requalification de la rue Seur-Eustache. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc pour l'instant, je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour puisqu'il n'est pas abouti.
Je vous en prie, madame. Oui, je voulais dire que justement, je prenais pas part au vote puisque j'habite rue Sorestache. Bien sûr. Et vous nous avez envoyé un courrier avec une date butoir Oui. au 1er décembre, mais je pense qu'il y aura rien à faire avec le propriétaire en question. Mais comme je vous l'avais entendu, parce que ce serait quand même dommage que la rue et que l'ensemble des habitants en pâtissent, je ne renonce pas. Je sais que ça va être dur. Je compte aussi sur les habitants de la rue pour faire avancer les choses. Pour l'instant, je ne peux pas, donc on ne délibère pas sur le sujet. C'est pas possible. Mais encore une fois, je ne renonce pas. Ce serait dommage, et je vous confirme l'accord de BNE pour assurer cet accompagnement si nous parvenons à faire entendre raison. Voilà, c'est ce que je souhaite et ce à quoi nous allons nous employer ensemble. Je vous remercie. On continue. Alors, rapport de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. La parole à Gérard Lins. Donc, le rapport de la Commission accessibilité, donc c'est la loi de 2005-102 du 11 février 2005. Donc, lors de la réunion du 30 octobre 2014, la Commission s'est réunie et a validé le rapport proposé qui retrace les travaux terminés et en cours, ainsi que les projets pour 2015. C'est dans le domaine de l'accessibilité des handicapés. Donc, le rapport, vous l'avez tous eu en pièces jointes. En introduction, on nous a un petit rappel sur la loi du 11 février pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à renforcer les mesures législatives existantes en faveur des personnes handicapées. Donc, elle concerne les types de handicap moteur, sensoriel, cognitif et psychique. Donc, elle organise les conditions dans lesquelles ces publics devraient bénéficier des mêmes facilités que les personnes non handicapées dans leur logement, lors de leurs déplacements et à l'occasion de la fréquentation des services publics et privés ou privés. Donc, à notre niveau, la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, créée dans toutes les communes de plus de 5000 habitants, a été instituée par délibération du conseil municipal du 9 juin 2008. Donc, il y a le préambule avec les différents types de handicap. Je ne vais pas vous le relire, vous avez certainement lu ça chez vous. Donc, je vais vous rappeler un petit peu tous les travaux qui ont été réalisés. Donc, l'intermodalité, les travaux ont débuté en novembre 2013, sont achevés en avril 2014. Donc, des emplacements de stationnement pour personnes handicapées ont été créés. Un éclairage renforcé pour les personnes à mobilité réduite a été installé, ainsi que la création d'un accès au quai facilitant le passage des personnes à mobilité réduite. Un arrêt de bus a été conçu en respectant les normes pour les PMR. Rue du Commerce, donc vous avez pu le voir aussi récemment, donc aménagement d'un carrefour avec feu tricolore, trottoir, passage piéton aux normes d'accessibilité. Résidence Maurice Pelletier, donc création courant novembre d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite en lieu et place des escaliers actuels et réfection de l'allée principale. Donc salle Curel, création en cours de sanitaires pour femmes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Traçage d'emplacement pour personnes handicapées. Donc, je rappelle aussi que sur la ville, d'autres endroits ont été également concernés. Ces derniers sont définis par les membres composant la commission circulation. Et pour 2015, donc les travaux, on a la tranche numéro 3 pour la rue du Commerce, rue du Maréchal Foch, les meubles actions, le contrôle accès à la résidence Maurice Pelletier, et la création d'un plan d'accessibilité sur le site de la ville, ce qui a été proposé aussi en commission. Circulation. Voilà, s'il y a des questions. Merci Gérard. Je veux redire ici que depuis fort longtemps déjà, nous avons le souci de faire que cette question soit intégrée à toutes nos actions, à tous nos travaux. Depuis fort longtemps, ce qui confère à la ville un rang tout à fait élevé dans le classement des villes qui, évidemment, se soucient prioritairement de cette action. Et évidemment, nous entendons bien continuer dans cette voie. Bien, pas de remarques, là c'est aussi une prise d'acte. Il n'y a pas de délibération. Je ne sais plus. Oui, il vaut mieux délibérer, donc je mets aux voix. Qui s'oppose?
Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Bien. Il m'appartient maintenant de répondre à un certain nombre de questions orales que j'ai reçues de la part de M. Savard et M. Thibault. Concernant le premier, concernant l'utilisation, la diffusion de documents, là simplement je veux redire et rappeler le cadre légal qui prévoit que pour préserver la sérénité de l'action d'administration et limiter les contraintes que lui impose le droit d'accès, la loi ne lui fait pas obligation de communiquer des documents qui sont soit inachevés, c'est-à-dire en cours d'élaboration, soit préparatoires à une décision tant que celle-ci n'est pas prise, soit diffusés publiquement. Les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence et formulées dans l'intention d'entraver l'activité des services. Il s'agit d'une jurisprudence constante, Conseil d'État du 11 février 83, du Conseil d'État du 27 avril 87, du Conseil d'État du 16 juin 89. Par ailleurs, je souhaite indiquer que le non-respect des clauses de la licence ou la dénaturation des informations publiques est passible de sanctions. Je passe aux autres courriers. Un portant sur l'écoquartier. Comment pourrait-il en être autrement? Ce serait même dommage. Ça me manquerait presque, ça m'empêcherait de parler d'un si beau projet. Je le regretterais pour ma part. Il faut d'abord que vous fassiez une raison. Faites-vous une raison. Ce n'est plus un projet. D'ailleurs, c'était Madame le sous-préfet, encore Madame le sous-préfet ici, inaugurant une exposition de présentation de l'écoquartier, qui disait à cette époque-là déjà, c'est pas d'hier, je parle de Madame le sous-préfet, qui disait ce projet n'en est plus un, puisque sa concrétisation a commencé. Elle avait parfaitement raison. Bon, on peut toujours être en décalage, mais peut-être un jour, on recollera avec la réalité. En tout cas, la réalité, c'est que cet écoquartier est sur sa rampe de lancement. Je n'évoque pas les termes utilisés de ville sans avenir, tellement sans doute ça correspond à votre souhait et évidemment à la désespérance que vous semez. Je continue, Monsieur Thibault, je vous rappelle à l'ordre et au respect du règlement de ce conseil municipal. Je continue donc, évidemment, vous agissez de telle sorte qu'évidemment cette ville puisse être sans avenir. Les décisions prises et les votes intervenus ce soir le témoignent avec éclat, Monsieur Thibault, et c'est évidemment catastrophique de votre point de vue. Vous oubliez évidemment toutes les actions, toutes les décisions et toutes les réalisations qui ont été conduites, mais ça, tout le monde en a conscience, et le fait que vous soyez de plus en plus ridicule, Monsieur Thibault, ne vous gêne pas évidemment, vous risquez de vous enfoncer, mais ça, ce ne serait pas très grave. Concernant les impôts locaux, je vous rappelle que cette question a été inscrite au dernier conseil municipal et que votre groupe s'est illustré en s'abstenant sur la question de la suppression de l'abattement général à la base et ses corollaires, c'est-à-dire la diminution de la taxe d'habitation 19,6 à 17,6 et de 23,9 à 22,9 pour la taxe foncière. Pour ce qui est de la chute du prix de l'immobilier, c'est une nouvelle ça, heureusement que vous étiez là pour qu'on s'en rende compte, je vous remercie. C'est ce qui se produit dans la France entière. Mais M. Thibault s'est réveillé ce matin et il s'est dit, mince, comment cela se fait? Il y a chute de l'immobilier. Eh bien oui, M. Thibault, quelle découverte! Je vous remercie de nous éclairer. Évidemment, en restant à ce simple constat, vous entrez à nouveau dans des équilibrations dont vous avez seul le secret, mais à la différence de vous et d'ailleurs d'un certain nombre d'autres communes, on fait tout pour inverser ce mouvement. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes en train de travailler, et ça aussi, c'est reconnu au niveau national, mais ça l'est aussi au niveau du conseil régional, et de l'ADEME, puisque notre projet de plateforme de rénovation énergétique a été suivi avec intérêt et est en passe d'être installé et d'être accompagné financièrement, ce qui nous permettra encore, évidemment, de travailler sur la question de la résorption, en particulier de la vacance, mais surtout de faire franchir un seuil qualitatif dans les efforts que les propriétaires privés ont à accomplir avec notre appui pour s'engager dans la transition
énergétique. Enfin, je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous sortons de 12 années de gel total de l'urbanisme. Mais ça, vous n'en avez cure, évidemment. Nous avons à contrebattre encore les effets de ce gel. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, je n'y reviens pas. L'écoquartier en soi constitue évidemment aussi un espace de respiration pour notre ville. Ai-je besoin de rappeler qu'il se situe sur la seule zone non exposée aux risques miniers existant sur la ville. Mais là aussi, sans doute, cela ne vous intéresse pas. Vous dites, il n'y a aucune demande, ça n'existe pas. C'est assez affligeant. À vous entendre d'ailleurs, il faudrait... non, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, il faudrait faire dans le pessimisme total et définitif. Ce n'est pas notre cas. D'autant plus que les éléments qui résultent des études faites dans le cadre du SCOT laissent apparaître un besoin de logement sur le bassin de Briey de 2500 à 4000 logements. Il s'avère que l'atelier national qui vient de se tenir affiche un besoin de logement sur notre ville de la dimension de celui qui est porté dans notre projet. Que par ailleurs, il y a aussi des besoins de logement qui ont été chiffrés sur Homécourt et sur Aubois. Mais bon, ça non plus, évidemment, vous n'en avez cure. Et puis, il y a évidemment ce que je disais tout à l'heure, c'est une explication que je vous ai donnée sur la résidence des Deux Châteaux. Ça fait des mois qu'on a arrêté le recensement des clients potentiels. C'est un projet qui a à être réalisé dans 1 an, mais il y a quand même 2 fois plus de demandes que de logements. Mais sinon, il n'y a pas de demande, bien entendu. Et puis, vous allez à nouveau évoquer le fait que l'écoquartier serait réservé aux habitants bénéficiant d'aides sociales majeures. Ah, alors là, c'est la fin du fin. La fin du fin, puisque vous redonnez un goût qui n'est pas agréable à la bouche, ni à l'oreille d'ailleurs. Détestable. Parce que je me souviens d'une campagne électorale récente où certains se sont crus autorisés de parler de ce projet comme étant en parlant de Cassosland. Quelle indignation, quelle hérésie, quelle honte. Et je retrouve dans ce courrier, est-ce une bizarrerie? Est-ce au contraire le fait que soit assumée clairement la paternité de ce propos? Mais je retrouve dans ce courrier les mêmes idées, nauséabondes, qui feraient que d'abord on montrerait du doigt ceux qui seraient en besoin de logement et surtout, à nouveau, mais on en a l'habitude, dénaturerait complètement notre projet. Puisque nous savons bien ici, pour avoir délibéré je ne sais combien de fois, puisque tout le monde sait, pour avoir consulté tous les dossiers possibles et imaginables, que 80%, excusez du peu, 80% des logements de ce site ont vocation à être achetés. C'est de l'accession à la propriété. Alors c'est extraordinaire que des habitants bénéficiant d'aides sociales majeures, tout d'un coup, se jettent dans l'acquisition d'immeubles de haut niveau, puisqu'il s'agit de cela, au plan évidemment de leur performance énergétique. C'est dramatique et c'est détestable, mais cette vision méprisante que vous avez et qui, sans doute, vous voyez vous être rendu quand vous regardez dans une glace, ne surprend évidemment personne. Enfin, vous indiquez que vous prenez l'exemple, là aussi ça montre une intelligence fine de votre expression. Vous prenez l'exemple de Cutry, en disant, regardez ce qui s'est passé à Cutry, on va reproduire la même chose. Mais enfin, ai-je besoin de dire que Cutry relève d'une démarche d'un promoteur immobilier privé? Alors que là, on est sur le fait que ce soit des SEM, des sociétés d'économie mixte, qui sont par nous sollicitées, qui sont en train de répondre. Et les réponses qui nous parviennent administrent la preuve de l'intérêt et de la force de ce projet. Enfin, vous évoquez le restaurant Mondon. Bon,
je pourrais, il faudrait, écoutez-moi mieux, j'avais commencé par cela, mais enfin bon. Je pourrais continuer sur ce registre longtemps. Je continue. Alors, le restaurant, donc, je pourrais vous dire que ça relève du conseil d'administration du CCAS. Et en restez là. Je ne le ferai pas. Vous évoquez plusieurs choses dans ce courrier, là aussi incroyable. À la fois de suffisance et en même temps, je ne sais pas, c'est de l'amertume, c'est du mensonge, enfin, je vais y venir. D'abord, ce restaurant accueillerait principalement des veuves de mineurs au-dessus du registre. À nouveau, vous confirmez votre méconnaissance profonde de notre ville, parce qu'en réalité, le tarif pratiqué était fonction des revenus des usagers. Il se trouve que le ticket moyen le plus vendu était celui à 8,10 €. C'était un tarif médian. Et évidemment, il n'était pas destiné à des personnes percevant le minimum vieillesse. Mais comme ça, vous le savez. Ensuite, alors là, vous évoquez la dénutrition et la dépression, qui seraient les causes principales des décès des personnes âgées. Alors c'est surprenant. Alors en plus, une information m'est parvenue et qui semble devoir être confirmée. Je crois que vous êtes dans ce qu'il est pudiquement admis d'appeler, vous relevez d'une profession médicale, semble-t-il. Mais, malgré tout, je suis obligé de vous apprendre, et je suis surpris de l'être, d'ailleurs. Et je vous invite à consulter, à prendre connaissance des documents INSEE, en particulier, en 2011, qui indique que les 2 premières causes de décès chez les plus de 65 ans sont les tumeurs, responsables de 30% de décès, et les maladies de l'appareil circulatoire, à peu près 26% des décès. Les études de l'INSERM et du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ne pointent le suicide comme cause de disparition que dans 2% des cas. Quant aux origines nutritionnelles, elles ne sont comptabilisées qu'avec les maladies, que les maladies endocriniennes et métaboliques. Le tout pesant pour 3%, c'est-à-dire 1% sur la nutrition. Et en réalité, cette dénutrition relève plus, évidemment, de problèmes qui n'ont rien à voir avec cette dénutrition, puisque celle-ci découle de ces problèmes rencontrés. Mais, pour le professionnel, je crois, de ce secteur-là, c'est éblouissant. Vraiment, vous marquez là le sceau d'une compétence qui vous est de plus en plus reconnue. Il aurait été judicieux, plutôt, avant que d'asséner ces vérités qui n'en sont pas, mais qui sont des mensonges, qui visent à instrumentaliser une idée terrible, puisque vous allez jusqu'à instrumentaliser l'idée de la mort. Eh bien, vous auriez dû prendre la peine de vérifier au moins vos dires pour essayer de les connoter de quelques réalités. Cela vous aurait évité de produire, mais c'est difficile de votre point de vue, une énormité supplémentaire, mais vous êtes sujet évidemment de cela. Pour ce qui est le reste, bon, sur les aspects financiers, là aussi, vous regardez ailleurs, sur le fait qu'il y ait des habitudes de vie, qu'il y ait des pratiques qui évoluent. Évidemment, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est d'essayer de critiquer, de porter des coups, de manipuler. Vous n'avez que ça à l'esprit. Le fait que nous soyons dans l'action résolue pour organiser des animations régulières, et la dernière d'entre elles a été couronnée de succès, j'en suis ravi. D'autres se développent, comme je l'ai souhaité, hebdomadairement, sur le foyer Mandon, sur les 2 résidences, et il y aura des initiatives de plus en plus fortes. Tout cela relève du choix de la municipalité, et je m'en réjouis. Concernant l'abattement général à la base, vous évoquez l'inclusion des propriétaires non occupants dans le collectif qui ne doit pas augmenter. L'abattement général à la base ne concerne que la taxe d'habitation, mais je vous le signale, parce que c'est notre décision majoritaire. Le Conseil a décidé de tenir compte des propriétaires en baissant aussi le taux des taxes foncières. La suppression de l'abattement communal entraînerait la suppression de l'abattement de la CCPO. Il me semblait que nous étions au conseil municipal de Geuf,
Il s'agissait pour nous de prendre des décisions impliquant notre ville. Mais là, sans doute, vous faites aussi confusion, vous avez du mal à comprendre cela, ça n'étonne toujours personne ici, mais en tout cas, je vous le rappelle. On a parlé évidemment du maintien de la pression fiscale sur les taxes communales et pas sur l'ensemble de la feuille d'impôt. Nous ne sommes responsables que de nos propres décisions, notre propre politique. Le versement de l'état de compensation équivalente aux exonérations et vous affichez un chiffre de 100 000 euros. C'est un chiffre complètement farfelu. Je dis bien farfelu. Les services fiscaux que nous avons contactés nous évoquent quelque chose comme 50 000 euros. Nous l'avions estimé à 46 000. Ces allocations compensatrices sont des variables d'ajustement. Dans l'enveloppe des dotations, leur évolution est à la baisse d'année en année. En 2010, elles étaient 350 901 euros. En 2011, 352 682. En 2012, 339 824. En 2013, 320 324. En 2014, 307 002. Et évidemment, l'an prochain, ces compensations vont continuer à baisser. Évidemment, il ne s'agit pas de redistribuer une recette qui est totalement aléatoire. Cela impliquerait une révision des taux chaque année à la baisse comme à la hausse. De plus, si le montant des allocations compensatrices de l'État était à un tel niveau, cela signifie que c'est autant d'économies pour les contribuables. Et oui, et cela vient renforcer ce qui a été dit au Conseil. La suppression de l'abattement général à base entraînera pour de nombreux contribuables joviciens une baisse, voire une exonération de la taxe d'habitation. Vos propos oraux, comme écrits, renvoient à toujours soit la manipulation des chiffres, des informations, le fait que vous les présentiez de manière tronquée, vous voulez inquiéter, vous voulez faire peur, vous voulez diviser, autant d'éléments qui relèvent d'une démarche, d'une conception, d'idées, de propos qui caractérisent l'extrême droite. Bien. Cette question est terminée, nous passons aux autres. On continue. Les questions orales ne prêtent pas sujet à débat, c'est prévu dans notre règlement. Les points à l'ordre du jour qui suivent concernent les décisions. Donc, vous avez eu information des décisions qui sont dans le document préparatoire à notre conseil. Vous avez donc eu la liste. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Il y a un vote là, non? Je pense pas. Il y a donc ensuite information du Conseil sur les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner. Y a-t-il là aussi des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et vous présente mes vœux pour les fêtes de fin d'année. Merci, messieurs, dames. Merci. Ouais, mais il a qu'à partir. Écoute, il est entré dedans. Je crois que je vais prendre des trucs la prochaine fois.